Bonjour à toutes et à tous. Je vais poser ça. Est-ce que ça va, Change Now? J'ai entendu. Est-ce que ça va, Change Now? Je vais bien aussi et je suis contente d'être à vos côtés ce soir pour cette séquence sur la Collective Stage. Entre nous, on va pas se mentir, c'est la plus belle scène, faut pas le dire aux autres. Mais ici, il y a plein de couleurs, plein de mots de motivation et un titre très prometteur qui, je l'espère, va répondre à vos attentes. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre plus d'impact dans sa carrière? Alors, avant d'inviter mes panélistes et de vous présenter comment est-ce que ça va se passer, je vais juste vous dire un petit mot sur pourquoi est-ce que ça fait sens pour moi de pouvoir animer cette conférence. Je m'appelle Claire Pétro, Claire Leclerc sur les réseaux sociaux. Je suis la fondatrice du média digital Les Pépites Vertes, le média pour motiver la nouvelle génération à bosser pour la transition écologique. Et dans mon parcours de pépite, eh bien, j'ai pu travailler pour plusieurs structures engagées, dont Change Now. Donc, je suis hyper contente de pouvoir revenir ici et puis animer cette séquence afin de vous donner des outils le plus concrets possible pour vous permettre, vous aussi, d'aligner cette carrière, vos valeurs et votre envie d'impact sur le monde. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on a plusieurs temps d'échange. Un premier panel où on va pouvoir parler des enjeux et des attentes. Une deuxième discussion où on ira en introspection à la rencontre des questions qu'on peut se poser quand on est dans son parcours d'engagement. Et enfin, un dernier panel où on continuera à explorer les opportunités et les solutions. Ça vous va comme programme? Ça vous va comme programme? Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est sous vos applaudissements d'inviter mes premières panélistes, à savoir Anne-Claire Pache, Associate Dean Global Sustainability à l'ESSEC, Rosemée Lucotte, co-founder et CEO de Change Now, ainsi que Julia Lemarchand, éditrice et journaliste aux EcoStarts. Bonjour. Allez, on veut des applaudissements, là, c'est la meilleure scène, je vous ai dit. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir rejoints. Anne-Claire Pache, je le disais, Associate Dean Global Sustainability à l'ESSEC. Bienvenue Anne-Claire. Rosemée Lucotte, cofondatrice et CEO de Change Now. Bienvenue Rosemée. Et Julia Lemarchand, éditrice, rédac-chef chez les EcoStarts. Bienvenue à toutes les trois. Et on va commencer du coup par toi, Rose. J'aimerais, sur cette première intervention, te poser la question, quand on dit mettre de l'impact dans sa carrière, quand on le dit à Change Now, quand on regarde ton parcours en tant que cofondatrice de Change Now avec les cofondateurs, comment est-ce que ça fait écho chez toi? Et est-ce que tu peux revenir sur la genèse, puisque je crois que Change Now, d'une certaine manière, c'était pour vous l'opportunité de mettre encore plus d'impact dans vos carrières? Oui, tout à fait. Donc, déjà, bonjour à tous. Et je suis ravie que vous soyez là. Bienvenue, même si ça fait peut-être un petit moment que vous êtes à Change Now, bienvenue ici. Donc moi, mon parcours en termes d'impact, il a commencé en école de commerce, au moment du premier cours d'école de commerce, où je me rappelle très bien de la question qui nous a été posée, qui était très simple. Quelle est la mission d'une entreprise ? Moi, je venais avec plein de raisons en fait, de créer des entreprises. Et en fait, il y avait une seule réponse qui nous a été apportée. C'était en anglais, c'était « to maximize profit ». Et ça m'a un peu calmée. Voilà, je me suis du coup posé beaucoup de questions sur finalement le sens de mes études, le sens que j'allais donner aussi à ma carrière, aux 40 prochaines années. Et donc moi, voilà, ça a été le début d'un vrai parcours de quête de sens. En sortant d'école, moi j'ai d'abord cherché le sens en renouant avec ce qui m'avait passionné avant en école, qui était la biologie, la science de l'humain, du corps humain, et donc je me suis orientée dans la santé. Donc j'ai fait 8 ans dans la santé, où je me suis beaucoup plu. Et puis après, il y a eu un peu un ouragan. Après j'ai rejoint en fait déjà une multinationale
Je fais un parcours d'abord dans une PME familiale, puis une multinationale. Et là, même s'il y avait du sens dans le secteur que je servais, la façon dont les choses se faisaient, il y avait quelque chose qui n'était pas en cohérence. Donc déjà, là, j'ai vécu une vraie remise en question. Et puis après, j'ai eu un bébé. Et du coup, ça m'a donné la chance, non pas de me projeter pour lui, c'est un peu égoïste, mais d'avoir un congé mat. Et je suis partie en road trip avec mon mari, en l'occurrence Santiago, avec qui on a fondé Change Now. On est parti en road trip pendant 40 jours. Notre bébé avait lui-même 40 jours, donc il était tout petit. Et ça a été un voyage initiatique où beaucoup de choses ont été repensées. Notre vision du travail, notre vision, le rapport à la liberté, au choix de vie qu'on fait, choix familiaux, choix professionnels. On avait une idée un peu folle, voilà, qui était de rassembler ceux qui voient l'entreprise d'une autre manière, qui veulent donner du sens à l'entreprise, des entreprises qui veulent changer le monde. Voilà, ça s'appelait pas encore Change Now, mais ça en avait exactement l'allure. Et en fait, on a commencé à en parler pendant ce voyage et on est revenu. On a été tellement transformés qu'il y avait une espèce d'évidence qu'il fallait donner cette chance à ce projet. Et du coup, on a changé nos carrières et on a lancé Change Now. Et voilà, non seulement ça a donné du sens, moi, énormément à ce que je fais, mais je vois que ça donne du sens aussi à beaucoup de gens. Donc, beaucoup d'autres acteurs de l'écosystème, aussi bien ceux qui sont ici et votre équipe. Merci pour ce premier témoignage, Rosemay. Ça me donne envie de me tourner vers vous, Anne-Claire, à deux niveaux. Le premier, les écoles de commerce enseignent-elles encore le maximize profit? Est-ce que c'est ça la doctrine et comment ça évolue d'une part? Et puis la deuxième, comment est-ce que vous ressentez de votre côté auprès des étudiants cette quête de sens qui nous est partagée par exemple par le parcours de Rosemay? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est palpable côté étudiant? Et puis est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez côté entreprise? Alors, des Rosemay, on en a plein nos salles de cours, effectivement. Donc, à l'ESSEC, on a, je dirais, vraiment le reflet, et je pense que c'est le propre dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur. On a le reflet de ce qu'on a dans la société, c'est-à-dire on a à peu près 10% de nos étudiants qui sont des militants, qui sont très exigeants, qui nous challenge, qui trouvent qu'il faut aller toujours plus loin, aller plus vite, aller plus profond sur les sujets de transition écologique et sociale. On a, on va dire, 80% d'étudiants qui sont peut-être moins au clair sur ces enjeux, mais qui sont preneurs d'informations et prêts à y aller si tant est qu'on les équipe. Et puis, on a la réalité de la société aussi, qui est qu'il y a quelques étudiants qui disent « mais pour moi, je suis là pour maximiser mon retour sur investissement et donc ces sujets-là ne m'intéressent pas ». Donc, on a un panel très large d'étudiants comme dans le reflet de la société. On a, cela dit, fait une enquête très récente qui suggère que globalement, y compris chez ceux qui ne sont pas forcément des militants, mais on a aujourd'hui une jeunesse, et c'est fondamental, et merci à eux, très consciente de ces sujets-là. Donc, plus de 70% disent les sujets sociaux et environnementaux sont une préoccupation importante, et je prendrai en compte cette dimension-là dans le choix de mes futurs métiers. Donc, tous ne termineront pas, on va dire dans des carrières complètement dédiées dans les ONG environnementales, mais un certain nombre d'entre eux, en tout cas, screeneront les opportunités professionnelles à l'aune de ces critères-là. Côté entreprise, on a, et ces dernières années notamment, je dirais deux mouvements. D'abord un mouvement qui est que les entreprises, elles sont aussi dans une prise de conscience, elles ont des réglementations qui changent, et donc elles ont de plus en plus conscience qu'elles doivent se transformer, certaines profondément et sincèrement, d'autres peut-être un peu plus dans une logique de communication et de réputation, mais on a ce mouvement-là et on a des entreprises nombreuses, des grandes et des petites, qui viennent nous voir en disant on a besoin que vous formiez vos étudiants à, évidemment,
au marketing, à la finance, à la stratégie, mais aussi aux enjeux du développement durable et notamment combien ils viennent percuter la finance, le marketing, la comptabilité, etc. Donc, on a ces attentes-là des entreprises, avec par ailleurs un stress assez fort des entreprises dans leur capacité à recruter nos étudiants et des jeunes diplômés en général, et donc une conscience de leur part aussi que pour les attirer, il va falloir qu'elles soient au niveau, si tant est qu'elles n'étaient pas convaincues de la nécessité de changer leur modèle et leur business model à l'aune des pressions environnementales. Elles ressentent probablement, en tout cas une partie d'entre elles, la nécessité de changer leur modèle sur la pression de leur capacité à attirer nos élèves. Certaines entreprises sont très inquiètes de ne plus réussir à embaucher et elles utilisent souvent, du coup, des formes de transformation et des changements dans leur pratique sur les sujets de transition comme une manière de répondre à leurs attentes. C'est vecteur d'attractivité. C'est ça. Et donc, on reviendra après sur le sujet. Nouveau paradigme égale nouveau métier d'une certaine manière. Certains habituels qui se transforment. Et donc, nouvelles compétences. On y reviendra juste après sur le comment faire. Avant ça, Julia, aux EcoStart, vous avez beaucoup d'articles qui sont publiés sur ce sujet-là au global parce que vous avez une audience qui se pose des questions. Et puis, vous avez co-construit et sorti avec Change Now le classement, un nouveau classement des écoles qui va être vigilant à mesurer justement ces critères-là dans la manière dont les enseignements sont faits. Première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que ça répond vraiment à une demande de cadrer comme ça une nouvelle grille de lecture pour le classement des écoles qui d'habitude est quand même plutôt concentrée sur le salaire ou l'attractivité à l'international. Et puis qu'est-ce que tu observes année après année? On est rendu à combien? 3e? On a eu 3 éditions. Ouais. Comme évolution vis-à-vis de la transformation. 2 questions donc. Juste peut-être au préalable, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas les EcoStart, qui est un jeune média qui parle aux jeunes futurs décideurs. En fait, c'est les échos pour les plus jeunes, ceux qui sortent d'école et d'université et qui se destinent à prendre des fonctions et donc qui ont des exigences très fortes et sur le salaire et sur le sens, les deux. Voilà. Et donc, comme on parle à cette cible-là, on a bien vu que ça ne devenait pas forcément le critère numéro 1 de choix, parce que ça reste quand même le salaire, soyons clairs, mais la question du sens et donc de l'engagement de l'entreprise, c'était quelque chose qui devenait peut-être excluant. C'est-à-dire que si l'entreprise ne s'engage pas, je n'y vais pas. Voilà, donc ça, c'était le premier constat. Et sur les écoles, les études le montrent. La dernière étude, c'est du RESES qui date de septembre de l'année dernière. C'est 7 étudiants sur 10. Là, je prends tout, pas les grandes écoles, mais tous les niveaux et toutes les typologies d'étudiants réclament d'être plus formés aux enjeux de la transition. Donc 7 sur 10. Et en fait, ça fait la 3e étude. Ils en font une tous les 3 ans et ce chiffre-là ne bouge pas. Donc, alors, il y a 2 interprétations. Oui, il ne bouge pas parce que les écoles ne bougent pas. Et je ne pense pas que ce soit le cas parce que le classement, notamment, a contribué à faire changer des choses. J'y reviendrai. Mais aussi, les étudiants sont de plus en plus... ils ont une acuité quand même, un intérêt de plus en plus marqué sur ces sujets-là. Une connaissance aussi plus marquée. Dans les écoles, il s'est passé des choses aussi. On parlait beaucoup de climat. Maintenant, on parle de biodiversité, on parle de ressources. Voilà. Et donc, c'est un sujet qu'ils ont compris qui était beaucoup plus... global. Donc, en fait, il y a quand même une demande des étudiants. Il y a une demande des écoles aussi, parce qu'en fait, elles veulent se transformer, mais elles ne savent pas forcément par quelle boule prendre. Alors, il y en a qui sont partis assez tôt, notamment l'ESSEC, qui était quand même numéro 1 du classement. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt des pionniers et des bons élèves, voire les très bons élèves. Donc, c'est un classement qui se fait sur 6 domaines de notation. Il y a 160 points à les récupérer. Sur 6 domaines, le principal c'est la formation quand même, mais il peut y avoir aussi la gouvernance, il peut y avoir les associations, il peut y avoir les carrières ensuite, les alumni, etc. Voilà, vous avez à peu près l'équivalent d'un 17 sur 20. La moyenne, c'est un 12 sur 20 sur la 60aine d'écoles, 65 écoles qui ont participé à la dernière édition, à la 3e édition. Donc c'est quand même un jeune classement. 65 écoles de commerce et d'ingénieurs qui ont participé, c'est quand même... c'est assez vite monté, en fait. Donc, elles avaient besoin, manifestement, de se comparer entre elles et d'avoir des critères pour voir comment aussi elles crantaient leurs efforts d'année en année.
Et j'ai l'impression que ça par exemple, les premières 2 classes dans les classements habituels type HEC n'y allaient pas forcément au début. Hein. Ils sont pas venus sur les deux premières éditions. Mais voilà, il y a eu une force d'entraînement. Là, ils sont allés sur la 3e édition. Donc, on pense que ça fait avancer les autres, en fait, qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des feuilles de route qui soient un petit peu... Et puis, on a besoin de référentiels, on a besoin d'outils de mesure aussi pour pouvoir, évidemment, penser sa stratégie d'amélioration. Voilà. J'ai répondu à tes questions? Oui, je crois bien que oui. Ouais. Ouais. Et puis, j'y reviendrai si j'en ai d'autres. Rosemée, j'avais une question un peu similaire pour toi en tant qu'observatrice, puisque ça fait depuis 2017 que tu es dans l'écosystème. Vous avez à Change Now aussi cette brique emploi via notamment la Job Fair. Qu'est-ce que tu as pu observer? Donc, cette Job Fair, elle a lieu tous les ans depuis 2018 à peu près. Qu'est-ce que tu as pu observer au fur et à mesure des années en termes peut-être de nombre d'emplois, de nombre de candidats? Est-ce que parfois on nous demande est-ce qu'il y a vraiment des jobs dans l'impact? Je crois que ta réponse au général c'est oui. Comment tu peux nous témoigner cette évolution-là? Oui, donc ce projet, c'est un projet que j'ai initié, mais suite à un autre événement qu'on avait monté avant Change Now, qui était une job fair des startups de la tech. Et en fait, on avait fait un questionnaire aux participants et on leur avait demandé voilà, quel type d'entreprise ils cherchaient à rejoindre. Et on s'est rendu compte que 80% de nos candidats cherchaient à rejoindre des entreprises qui avaient du sens. Donc là, on s'est dit, OK, on est en train de monter Change Now. On va peut-être arrêter de faire pour la tech, mais on va plutôt faire englober en fait cet événement dans Change Now pour faire vraiment un salon de recrutement dédié aux entreprises de l'impact et aux métiers de l'impact. Ce qui s'est passé également, c'est que donc on sait qu'il y a énormément du coup de quête de sens. On en parle là depuis tout à l'heure. Nous, on l'avait observé déjà en 2017-2018. On le voit encore aujourd'hui dans les chiffres. Plus de 90% des cadres souhaitent donner du sens à leur métier. Mais en parallèle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a également 83% des recruteurs qui nous disent qu'ils ont du mal à trouver les bons profils. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. On a des talents qui ont envie de s'engager et puis des entreprises engagées qui n'arrivent pas à recruter. Donc en fait, la Job Fair, c'était un outil qui s'est avéré en fait extrêmement utile pour les recruteurs pour créer ce pont entre personnes en quête de sens, professionnels en quête de sens et entreprises qui recrutent. Parce qu'on a une tendance, on a eu, là sur les 2 dernières années, les levées de fonds dans l'impact ont été multipliées par 3. Donc on a une vraie tendance, on a une vraie croissance sur les entreprises de l'impact, sauf que soit elles ne sont pas connues, donc elles ont un problème de notoriété par rapport aux grandes entreprises vers lesquelles les talents s'orientent assez facilement. Donc il y a d'une part ce problème de notoriété, il y a une question aussi de moyens, passer par une agence de recrutement des chasseurs de tête, et ça coûte très cher. Donc quand on est une start-up, même si on a fait une levée de fonds, on est plutôt réticent à mettre l'argent là-dedans. Et puis ça demande également beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'en fait, quand on poste une annonce, et moi je peux en témoigner parce qu'à Change Now, je m'occupe également des recrutements. On a commencé, on était 3. Aujourd'hui, à l'approche de l'événement, on est 40. À l'année, on est 25-30. Donc toute l'année, déjà, on a au moins 10 postes à recruter. Et puis, on a fait une forte croissance. Donc moi, le sujet du recrutement, j'y ai été largement confrontée. C'est pas un problème de candidature qu'on a, en fait. C'est un problème de matching entre les deux. On reçoit des tonnes de CV et donc on passe à côté. On peut passer à côté des bons profils et à travers un événement comme une job fair, en fait, on va pas rencontrer la personne sur son CV, on va rencontrer la personne sur l'humain. Et je pense que dans l'impact, l'humain est extrêmement important. Le fit avec le candidat est extrêmement important et c'est précieux en fait que ce soit cette clé d'entrée. En général, en quelques minutes, on sent le fit. Et nous, d'ailleurs, dans l'équipe, on a plusieurs personnes. En vrai, on ne s'est pas embêté. On a mis notre stand aussi dans les job fairs. Et en fait, on a recruté une partie de l'équipe grâce à ces événements. Donc voilà, on sent qu'il y a ce besoin de pont entre talent et entreprise, mais de pont de qualité au niveau humain
pour favoriser les recrutements et accélérer en fait ces métiers d'avenir. Et du physique pour se rencontrer, même si on était sorti d'une phase très digitale. En fait, la Job Fair, je me souviens, en sortie de Covid, nous a permis de nous reconnecter pendant les processus de recrutement aussi. Et ça, c'est important. Ah, mais c'est essentiel. Le Covid, c'était un très très bon exemple en fait. Parce qu'on a fait des événements digitaux, on a fait des essais de mise en relation en digital, et en fait, on a eu la réponse que ça ne marchait pas. Donc voilà, si peut-être il y a quelques années, on se disait ça va être l'évolution, on se rend compte qu'en fait non, on a fait le test, nous Change Now, on l'a fait en digital. Alors c'est intéressant pour partager du contenu, mais clairement en termes de retombées, par contre de connexions, d'histoires qui se sont écrites, elles ne se sont pas écrites pendant les événements digitaux, franchement. Ok, merci Rosemay. Du côté du coup de ces nouveaux métiers, effectivement, il y a les métiers qu'on peut trouver à la Job Fair, l'écosystème de l'impact qui sont en général les startups à impact que tu viens de nommer, qui lèvent de plus en plus, les licornes qui arrivent. Il y a aussi évidemment les entreprises en transformation, des entreprises à mission, des entreprises qui s'engagent, qui recrutent sur des postes de transformation. Comment on peut développer une stratégie lorsqu'on est en école de commerce pour monter en compétence sur ces sujets-là et vers quel métier, finalement, on peut s'orienter? Alors, il y a une grosse responsabilité côté école à effectivement transformer ces contenus pour être en phase avec les besoins de la planète et des organisations et entreprises. Et effectivement, un classement comme le classement Change Now, les Échos, Start, est une bonne manière de prendre la température de où on en est de cette transformation. La transformation, elle a besoin de se passer à 2 niveaux. Un, sur la transformation des cours fondamentaux de gestion, c'est-à-dire qu'en école de commerce, on a en grande majorité des cours d'économie, de finance, de marketing, de comptabilité, de contrôle de gestion, etc. Et ces cours-là, il faut qu'ils soient, en tout cas pour certains d'entre eux, transformés à l'aune de ces nouveaux enjeux. Il y a des invariants, et puis ensuite, il y a des transformations nécessaires sur la comptabilité environnementale, sur comment est-ce que, en matière de contrôle de gestion, on pilote, pas uniquement sur la performance financière, mais aussi sur la performance sociale et environnementale. En marketing, comment on repense les notions de consommation, de marketing, etc. En finance, je pourrais prendre comme ça chacune des disciplines. Donc là, il y a un vrai enjeu dans les écoles de transformer ces cours-là, plus de rajouter un contenu sur les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité, les enjeux des limites planétaires, et de comprendre aussi combien, à l'aune de ces enjeux, les business models doivent être repensés, les stratégies d'entreprise doivent être repensées, etc. Après, il y a besoin aussi d'offrir, en tout cas à l'ESSEC, c'est comme ça qu'on a procédé, on a changé, on va dire, le cœur du réacteur, en même temps qu'on a créé des opportunités de spécialisation pour ceux qui veulent vraiment devenir les experts de ce sujet-là. Ce n'est pas le cas de tous les étudiants, mais certains d'entre eux. Et donc là, on a un cursus de spécialisation en transition écologique, en économie circulaire, en innovation sociale, en transition des modèles de nourriture, en finance verte, etc. Donc ça, c'est vraiment une double transformation. Changer le cursus généraliste et ensuite creuser les spécialités. En termes de débouchés, on a beaucoup parlé récemment des bifurqueurs qui ont pris la parole fortement en disant on veut renoncer, en tout cas tourner le dos au modèle capitaliste, aux grandes entreprises pour creuser des voies alternatives. Je dirais là aussi, je pense que c'est très important qu'on ait des bifurqueurs, des jeunes diplômés très engagés dans des ONG, dans la promotion de modèles alternatifs, etc. Mais c'est aussi très important qu'on ait des soldats de la transition, c'est-à-dire des jeunes qui vont s'engager dans les grandes entreprises existantes pour accompagner leur transformation. Alors, ça va prendre du temps. Certains vont dire, mais c'est pas moi tout seul, jeune diplômé, logé quelque part. Mais très concrètement, à l'ESSEC, on a à la fois
Vinciane qui travaille dans une bergerie dans la Drôme. Et puis on a Mathieu qui travaille à la BNP sur les financements verts. Et puis on a Mathieu qui est au Moyen-Orient, qui travaille avec Accor sur les sujets de RSE. Et ils ont tous leur place, ils ont tous leur capacité à apporter leur pierre à l'édifice et à changer le monde. Chacun avec sa voix, en fait. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est sans ambiguïté. Il nous faut les bifurqueurs, les militants de terrain, et on les accompagne dans certains de nos cursus. Mais il nous faut aussi les soldats qui vont transformer les entreprises existantes. Aller au bon endroit, à la bonne place. Il y a un petit guide, je crois, pour s'orienter sur ces questions-là lorsqu'on sort d'école ou même qu'on est en parcours. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne stratégie? Et puis, en particulier, si on doit aller dans une grande entreprise ou dans une entreprise engagée, qu'est-ce que vous mettez dans ce guide comme recommandation pour choisir et éviter le greenwashing? Oui, alors juste petite auto-promo, ce guide-là, il est gratuitement, il est distribué gratuitement sur le stand des Échos qui est entre les deux bulles, voilà, pas très loin là-bas. Donc si ça vous intéresse ces sujets-là, il y aura tous les conseils parce que je ne vais pas pouvoir résumer ça en 2 secondes. En gros, il y a pas mal de Enfin, je me suis notée, donc c'est vraiment bullet point, hein, mais il existe parce qu'on a parlé des grandes entreprises et puis des voies très alternatives, mais il y a plein d'entreprises type Change Now, plein d'écosystèmes dans l'économie sociale et solidaire, etc. Et il y a des labels il y a des entreprises qui arrivent à décrocher des labels, donc c'est quand même un indicateur que elles sont engagées, qu'elles se mesurent, qu'elles se fixent des objectifs. Donc, on peut citer les entreprises à mission, qui ne sont pas forcément des petites entreprises d'ailleurs. Donc là, il y a quand même un comité de mission. Donc, il y a un suivi. C'est contrôlé par des prestataires externes, etc. Donc, un contrôle externe. Mm-hmm. Donc ça peut être un indicateur d'un engagement. Il y a les B Corp, je crois qu'ils ont un stand pas loin. Il y a la Convention des entreprises pour le climat, CEC. Donc une entreprise qui fait partie de ce mouvement-là, c'est quand même plutôt un bon signal. Voilà. Il peut y avoir le mouvement Impact France aussi. De la même manière, là, au départ, c'était plutôt des entrepreneurs, mais ça s'est élargi à des entreprises un peu plus grandes qui sont engagées dans un mouvement de transition. Les jeunes et nous-mêmes, journalistes d'ailleurs, on a toujours peur de se faire greenwasher. Donc, il existe. Alors, en tant que là, je passe un entretien d'embauche et je discute. Je pense que l'humain reste quand même si on le sent ou on le sent pas, on voit le discours, on voit si le fit. Parce que voilà, il y a une histoire. Le recruteur, il vous raconte une histoire. Après, il faut aller vérifier l'histoire, évidemment. Mais déjà, si l'histoire est intéressante, s'il y a des preuves dans l'histoire qui est racontée, s'il y a de l'antériorité aussi, ils n'ont pas commencé la veille, mais en fait, c'est une démarche qui a déjà été initiée il y a un petit moment. Donc, la sincérité de la démarche. Le leadership, parce que le dirigeant, il prend, parce que ça commence quand même d'en haut. Hein, si le dirigeant a pris la parole sur ces sujets-là, si... même sur les réseaux sociaux, regardez ce que dit les gens de la RSE, ce que dit le patron. Là, il y a un affichage quand même qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une planification? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont définis? Quelles sont les valeurs? Je pense que des entreprises qui jouent l'humilité, c'est quand même plutôt bon signe, parce que le job, il est quand même très important de transformer des organisations. Donc, si on dit qu'on a déjà tout réglé, c'est que c'est pas très... moi, je dirais pas très confiante, quoi. Ouais. Après, on peut échanger avec des salariés aussi sur les réseaux ou dans le genre d'événements, par exemple, pour un peu tester sur le terrain qu'est-ce qui se passe en fait dans ton entreprise. Ouais. Et puis après, il y a tous les rapports. Si on veut vraiment se plonger, les rapports et extra-financiers. Okay. Ce genre de choses qui sont la presse, évidemment. Je recommande de lire la presse. Et enfin, peut-être dernière chose, sur des plateformes comme Pour un réveil écologique, avec qui on a beaucoup travaillé sur le classement d'ailleurs des écoles, ils ont tout un espace pour aller se poser les bonnes questions, poser les bonnes questions, des exemples de questions en fait à poser aux recruteurs. On va devoir conclure, c'était déjà une très bonne liste. J'espère que vous avez tout noté. Sinon, c'est dans le petit guide que vous pouvez retrouver.
Et puis, donc pour un réveil écologique, la Job Fair Impact, des formations dédiées et en transformation. C'était notre premier panel pour évoquer ces sujets-là. Je vous remercie toutes les trois. Merci. Et puis, je vous dis bonne fin de salon et à très vite. Bonne suite. Merci. Pour la suite, on a la chance de continuer dans un petit moment où, je l'espère, vous êtes connectés à vous-même, parce qu'on va partir en introspection, en échangeant avec Alexandre Mars. Alexandre Mars, c'est le président et fondateur de Bliss, une société d'investissement responsable qui a des participations dans plein d'entreprises à impact, notamment par exemple Too Good To Go. Président fondateur aussi de la fondation EPIC, qui œuvre en faveur de la jeunesse et de l'environnement. Il a récemment lancé une nouvelle entreprise EdTech sociale qui s'appelle Infinite, pour aider les étudiants français issus de milieux populaires à candidater aux meilleures universités du monde. Et enfin, il est auteur de nombreux livres, podcasteur aussi, et on a la chance aujourd'hui de pouvoir l'interroger sur son dernier livre qui s'appelle Pause. Donc ma petite punchline et ma petite proposition pour vous, c'est une pause avec Alexandre Mars. Bonjour, tu veux mettre où? Où tu veux. C'est un peu comme tu veux. C'est pas trop près de soi là? Non, c'est très bien. Comme ça, on est dans le canapé du podcast. Ah, j'aime bien là. Ah, Bienvenue Alexandre. bien là. C'est bien, on est en pause. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas là-bas à écouter les politiciens, c'est bien. C'est un ce moment, non? Et vous décidez avec nous. On fait une contre-programmation ici. On est en contre-programmation. Et donc, moi, je parcours ton dernier livre et je lis en introduction, alors qu'ici, ça grouille, tout bouge, l'urgence se fait, sociétale, environnementale. Vite, prenons une pause, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est un paradoxe, le temps court, le temps long, l'urgence. Comment est-ce qu'Alexandre, tu peux nous partager comment toi, tu as géré ce rapport au temps? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Pourquoi c'est carrément le nom du podcast et de ton livre? Et partager du coup à ces personnes qui font une pause avec nous, pourquoi ça fait du sens de faire des pauses? Donc on a à peu près 1 heure pour la réponse. C'est ça. Non, c'est vrai je pense qu'on est tous ici à ne pas prendre le temps en fait. Enfin, je pense que vous êtes comme nous, à courir d'un endroit à l'autre, à avoir une vie quand même assez mouvementée, parfois un peu compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des moments ou un autre où je dis, il faut savoir être un peu égoïste. Et on n'est jamais égoïste en fait. On se retrouve toujours à s'occuper des autres, souvent à raison. Mais souvent, et ça me fait penser, vous savez, on a tous entendu qu'on était dans un avion. Si un jour il y a un problème dans l'avion, il y a un masque à oxygène, tu commences d'abord à respirer avant de le donner à tes proches en fait. Et je pense que comme moi, je sais pas, mais non, moi je vais commencer par mes proches. Et en fait, il y a une raison pourquoi on dit ça. Parce que si on n'est pas mieux, c'est pas facile d'être mieux. Hein. Ça va pas être facile d'aider les autres. Et je pense qu'ici à Change Now, c'est bien le principe. Hein. C'est d'essayer d'être un acteur positif pour aider ceux qui ont des difficultés, une planète qui souffre. Et c'est le moment, il faut être parfois un peu égoïste. Et c'est pas facile hein, d'être égoïste. Et donc pour savoir être égoïste, ça va aussi avec le fait qu'il faut aussi faire des sacrifices. Alors, pour ceux est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui sont entrepreneurs? Ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs? Quelques-uns d'autres? Il y en a quelques-uns aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour eux, mais c'est pour tout le monde. En fait, il faut savoir, parfois, faire des choix. Et dans notre vie, dans notre monde, en fait, on aimerait tout faire. En tout cas, les gens nous poussent à savoir tout faire. Et ce n'est pas faisable. Et donc, c'est ça mon point sur la pause. Moi, je sais que j'ai dû décider de ne pas faire certaines choses que j'aimerais faire. Moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé une série Netflix jusqu'au bout. Hein. Donc, je suis très mauvais sur les séries Netflix. Mais c'est pas grave, parce que je me suis dit, il va falloir que je trouve le temps quand même, passer du temps avec ma femme, avec mes enfants. Quand j'ai un peu de temps, j'ai plutôt concentré là-dessus. Et le reste de mon temps, c'est vrai que je le passe beaucoup à travailler. Et j'assume aussi totalement, pas pour des mauvaises raisons, parce que j'ai décidé longtemps de ça, de dédier l'entièreté de ma vie aux autres. Mais j'ai dû faire des sacrifices. Et j'accepte ces sacrifices. Et on ne peut pas avoir des objectifs
qu'on se donne sans, à bout d'un moment, mettre sur pause, et 2, savoir ce qui va vraiment être mis de côté. Merci Alexandre. Ton parcours est très inspirant par tout ce que tu as fait. Les livres, j'avais notamment lu Ose, les personnes que tu as invitées dans le podcast. Si on reprend le mot oser, quand on est dans notre session, mettre de l'impact dans sa carrière, lorsque j'ai préparé cette intervention avec toi, je me suis dit, en fait, pour les personnes qui sont là et qui veulent mettre encore plus d'impact dans leur carrière, elles ont besoin de ressources. On a besoin de ressources. On a toutes et tous des ressources à l'intérieur, qui sont nos forces, qui sont nos parcours, nos différences. Et puis, on va devoir aller chercher des ressources à l'extérieur, par exemple, peut-être à Change Now. Au vu de ton expérience et de toutes les personnes que tu as rencontrées, quelle stratégie tu peux partager à l'audience pour savoir gérer au mieux ce sujet des ressources pour oser mettre plus d'impact dans sa carrière? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du sujet des entrepreneurs sociaux ou autres. C'est un peu la même chose quand on est dans une entreprise. Cette capacité à savoir oser, à savoir demander parfois, ça peut être un poste, une augmentation, quelque chose où en fait on ne fait pas. Alors c'est vrai que parfois on se dit mais c'est pas pour moi, ou on vous l'a dit que c'était pas pour vous. Et donc on a nos propres limites, les limites qui sont souvent imposées, et tu le sais très bien, imposées par la société, par le système. Et à partir de ce principe-là, on ne fait pas. Et donc c'est vrai qu'on voit, et c'est dans le podcast et dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Pause, et le podcast s'appelle Pause aussi, c'est beaucoup d'histoires en fait, d'histoires de gens qui, comme nous, ont entendu tu ne rêveras pas, c'est pas pour toi. Parce que tu n'as pas le bon prénom, parce que tu n'as pas le bon genre, parce que tu n'habites pas le 7e arrondissement de Paris, parce que. Et donc, en fait, ça nous fait qu'on ne va pas faire. Et après, on va justement potentiellement le regretter. Et oser, c'est un petit peu ça. C'est ces exemples-là qui sont des exemples de nous tous et de nous toutes. Donc ça, c'est un point important. Juste, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écouté Pause ici? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour quelques-uns qui ont écouté Pause? Il y en a quelques-uns. Donc, merci pour ceux qui écoutent. J'ai plus de facilité à demander à écouter Pause que de vendre ce livre, parce que le livre, il coûte 19 €. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Le podcast est gratuit. Enfin, gratuit si vous achetez tous les mois votre Spotify ou Deezer. Mais écoutez ce podcast Pause, parce que vous allez rencontrer, et tu le sais, c'est des gens normaux comme nous sommes, qui ont des parcours extraordinaires. Et comme souvent, on se dit au départ, mais c'est normal, je les vois aujourd'hui, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des artistes, on dit, mais ils sont grandis comme ça, ils ne sont certainement pas grandis comme ça. À un moment ou à un autre, ils ont osé. Souvent, je dis, la chance existe, mais les chanceux n'existent pas. C'est-à-dire que globalement, oui, la chance, elle peut exister, mais il y a des gens qui vont saisir cette opportunité-là. Et ce moment-là, dans le livre ou dans le podcast, c'est toutes ces histoires-là qui vont et qui font du bien, parce qu'elles disent c'est faisable, d'oser. Merci. Tout à l'heure, tu proposais à l'audience de prendre le temps de faire cette pause avec elle, alors que notre audience, peut-être si elle est ici avec toi et moi, c'est parce qu'elle est très altruiste et qu'elle a envie plus de se concentrer sur les autres que sur elle. Il y a un passage dans ce livre qui m'a beaucoup touchée, c'est le passage sur les blessures. Pourquoi? Parce qu'on en parle peu. Or, elles sont là. Parfois, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas toutes et tous conscience de nos blessures et que de fait, on va jusqu'à une quête de sens qui peut nous amener, et j'en ai croisé certains et certaines jusqu'à l'épuisement, parce qu'on n'a pas su identifier peut-être certaines de nos blessures. Toi, tu donnes quelques outils sur ça, ce sujet de la blessure dans la quête d'impact. Est-ce qu'on en parle ou est-ce que c'est tabou? Je pense que si je devais demander dans la salle qui a ces blessures-là, je pense que si on était réellement honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on lèverait tous la main. On a tous eu ces blessures-là et on va en avoir d'autres. C'est la complexité de la vie dans laquelle nous vivons. Donc oui, il y a un peu un côté tabou, parce que ce serait plus simple de dire, voilà, c'est génial, Instagram, c'est la vraie vie. Eh ben non, Instagram, c'est un mensonge. La vie Instagram, les stories Instagram, c'est un mensonge. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Comme là, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vraie version de moi-même. La vraie version de moi-même, elle est beaucoup plus complexe. Elle est moins romantique. Elle est plus authentique. Et c'est un peu ça qu'on essaie de voir. Donc oui, évidemment, si tu ne sais pas déjà t'avouer tes blessures, si tu n'arrives pas à les reconnaître, si tu n'arrives pas à en parler, libérer la parole, elle est essentielle. J'étais hier avec un entrepreneur que vous connaissez certainement qui s'appelle Stanislas Noack-Château, qui est
le patron fondateur de Doctolib. Et Stanislas, lui, sa blessure, c'est un handicap. Il est bègue. Et donc, il est bègue depuis qu'il a 3 ans. Et il y a eu des moments où ça a été très difficile. Il a été en dépression à un moment ou à un autre, parce que quand il est rentré en école, pas en école, en prépa, sa professeure d'espagnol lui a dit « Tu ne réussiras jamais. » Jamais. Il était bègue, il avait du mal à parler. Lui, ça, c'est une blessure qui le suivra toute sa vie. Mais qui d'entre nous ne connaît pas ou n'a pas été justement avec ces blessures-là? Et moi, je le dis dans le livre d'ailleurs, ou dans le podcast, on partage ça. Et moi, c'est mes blessures, c'est mes échecs, c'est mes failles. C'est le départ de mon papa quand j'avais 3 ans, c'est le décès de mon frère il y a 7 ans. C'est le fait qu'on vit avec cette déséquilibre. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce déséquilibre aussi? Il faut le promouvoir, ce déséquilibre. Il faut en faire quelque chose. Et en effet, quand on ne parle pas de tes blessures, eh ben, ça amène nulle part. Déjà, si tu n'arrives pas à toi-même te les dire, quand tu es même tout seul, qu'est-ce que tu en fais? Donc oui, en effet, c'est tabou. Et moi, je pense que ça ne doit pas l'être tabou. Parce qu'aucune de ces blessures-là ne mérite pas qu'on en parle. Et il faut justement échanger. Et là, je vais trouver des gens, moi je le vois, des gens qui me disent, moi, ça m'est arrivé. Le nombre de personnes dans le livre ou dans le podcast qui ont été dyspraxiques, dyscalculiques, dyslexiques, tous les 10. Et ils nous expliquent comment ils ont pris parfois des chemins de traverse un peu différents. Moi, quand j'étais en dernière année maternelle, toutes les semaines, j'étais amené vers un orthophoniste. Parce que, si je me souviens bien, c'était les P et les B que j'intervertissais. J'ai redoublé ma 3e et j'ai pas eu mon bac du premier coup. Et je suis sur scène aujourd'hui. Donc j'assume ce qui m'a fait certainement être meilleur. Parce que j'ai été peut-être plus à l'écoute, parce que j'étais peut-être mis de côté, peut-être que je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Et moi, très jeune, très tôt dans ma vie, je me suis dit, je vais tenter de faire mon maximum, de combattre, parce que c'est un combat, soyons clairs, pour ceux qui, justement, ont ces blessures-là, ces difficultés-là. Ne les mettons pas de côté. Et ça fait partie du chemin, je crois. Le chemin vers quoi? Eh bien, l'alignement, la mission, ça, c'est des mots qui font partie de ton univers. On a encore une fois une audience présente ici et pas à l'autre scène pour parler d'alignement, de mission et d'impact. Qu'est-ce que tu peux partager sur les outils pour aller à la rencontre de soi et savoir si on est aligné? C'est hyper dur. Comment on sait si on est aligné? Dans le livre, il y a un prologue qui s'appelle le titre, c'est « Qui suis-je ?» Il y a 20 chapitres dans le livre. Et ça, c'est le premier. Et c'est compliqué. Et souvent, je dis d'ailleurs, c'est un chemin de vie. Ça prend toute une vie de savoir vraiment qui nous sommes. C'est pour ça que souvent, je dis, autant qu'on commence tout de suite, en fait. Et donc, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire? Une vie alignée. De nouveau, c'est d'arriver à savoir, quand on est avec d'autres, déjà avec soi-même, qui nous sommes vraiment. C'est pas si compliqué que ça. Si on enlève les oripeaux, si on fait notre exuvie, comme un serpent, c'est quoi la vraie version de vous-même, en fait? Et la problématique qu'on a, c'est qu'on est souvent, je vais dire omnubilé, c'est peut-être un peu fort, mais certainement pas toute personne ici. Je pense que ceux qui sont là-bas sur scène, ils sont omnubilés par ça. C'est la représentation. C'est le nombre de likes, c'est là le nombre de votes. Donc c'est assez concret pour le coup. Et encore une fois, il faut des gens qui se dédient leur vie aussi aux autres. Et je pense que c'est important que des femmes et des hommes dédient la vie au sujet politique. Mais pour nous ici, cet alignement, il est essentiel. Et tu parlais de mission, et je sais que c'est ton cas, parce que toi aussi, aujourd'hui, tu as décidé de mettre ton talent au service des autres, à travers ton média. J'aurais pu te trouver demain à beaucoup d'autres endroits, payer peut-être plus d'ailleurs, certainement, peut-être, mais certainement avec une mission qui n'était pas là. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas penser à la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, pas à Change Now, mais c'est quoi notre rôle à chacun? Et donc, les deux vont souvent ensemble. Dans le livre, il y a des gens dont la mission, si je prends quelqu'un comme Emmanuel Faber, il vous dit, moi, ma mission, elle est très clairement établie. Quand il décide, écoutez ça quand même, il décide de ne pas accepter vraiment tout ce qu'il avait été poussé, qu'il aurait pu accepter, il dit, moi, c'est simple, je peux accepter des compromis, je n'accepte pas des compromissions. Et encore une fois, je ne suis certainement pas de paragon de vertu,
ça m'est certainement arrivé d'accepter des compromissions. C'est là où on commence à s'éloigner avec quelque chose. J'écris et je ne sais pas combien il nous reste de temps. On a fini déjà ? Encore 3 minutes. D'accord. Dans le livre, j'espère que le livre, vous y achèterez peut-être quand même si je vous ai raconté pas mal de choses. Mais dans le livre, je vous raconte un moment où je dois faire la clôture d'un forum de la paix à l'OCDE. Et donc, je prends la parole à l'OCDE, où vous imaginez que les gens qui sont là sont plutôt des ministres, premiers ministres, dirigeants de ces pays-là. Et on parle d'alignement. Et quand je parle d'alignement, je leur pose la question suivante. Je lui ai dit, ici, qui trouve qu'il est normal qu'une entreprise comme Apple, qui fait 100 milliards de profit, pas de revenus, ne paie pas ses impôts dans vos pays. Donc je leur pose la question, levez la main. Combien de personnes lèvent la main d'après vous ? Personne. Ce qui est normal. Après, je leur pose la question d'alignement. Je lui dis, maintenant je vous pose la question suivante. Levez la main si vous avez un iPhone dans votre poche. Combien de personnes lèvent la main ? Tout le monde. Et donc, il y a un moment ou un autre où, en particulier, quand je vois les gens qui sont ici de multigénération, mais en particulier la génération qui va dire « nous, on a moins de 30 ans », et le monde dans lequel nous vivons est comme il est parce que les deux générations d'avant ont été autocentrées, moi je dis « vous avez parfaitement raison ». Le modèle de Milton Friedman qui dit que le modèle social qui existe de faire le plus de profit possible pour que les actionnaires en fassent ce qu'ils veulent après, ne fonctionne plus. Je me demande même s'il a fonctionné un jour. Ce monde-là, c'est un monde désaligné. Le monde dans lequel nous voulons rentrer, c'est la preuve que vous êtes à ChangeNow, c'est qu'on veut qu'il soit aligné. Arrêtons 2 secondes. Arrêtons de penser que ceux qui sont là-bas vont changer le monde. On va les aider. On a grandi dans un monde où on pensait que toujours que c'était celui qui était tout en haut qui faisait tout pour nous. Je pense qu'on est intelligent pour voir que ça ne marche pas. Hein. On a besoin de quelqu'un qui est tout en haut avec des gens brillants qui vont faire leur maximum. Mais c'est à nous d'être des soldats. C'est ça. Nous sommes des soldats à notre niveau, petit niveau, parfois plus grand, et on y va. Donc voilà, l'alignement, il se situe là. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et que les gens qui sont autour de nous, ils se disaient tout à l'heure très justement, le panel d'avant. Les entreprises vont avoir de plus en plus de mal, et tu en es un exemple, comme beaucoup d'entre vous qui sommes dans la salle, vous n'allez plus accepter de bosser pour une entreprise comme celle-là, vous allez prendre des entreprises, par exemple, tu prends la Ruche qui dit oui, que tu connais très bien. Vous prenez Too Good To Go, vous prenez le Slip français, vous prenez tellement d'autres, Yuka. Enfin, il y en a tellement d'entreprises comme ça. Et tout un tas qui sont ici. C'est faisable. Achetons des produits d'entreprises qui sont alignés avec ce que nous pensons être important. Travaillons pour des entreprises de cette manière. Lançons des entreprises dans ce sens-là. Votons pour les gens qui sont alignés avec nous. N'acceptons plus. Soyons activistes, des acteurs, des soldats. Voilà, c'est ça l'alignement. Et chacun d'entre nous a une mission ici. Je ne crois pas une seule seconde que les gens me disent « j'ai pas de mission, parce que j'ai pas de réseau, parce que je suis pas né au bon endroit ». Ça n'existe pas. On a une mission. Aider la personne qui est à sa droite, c'est une mission. Ou à sa gauche d'ailleurs. Ah, bravo. J'aurais pas mieux conclu, Alexandre. Hyper touchant. Cette pause, tu nous l'as offerte avec les personnes dans la salle. J'espère que vous avez su à un moment fermer les yeux pour voir ce que ça a résonné chez vous. On invite donc à aller écouter le podcast Pause pour avoir la version extendue de toutes nos questions. Dans le livre, à la fin, juste précision, des questions très concrètes pour aller à la rencontre de cette mission personnelle, parce que parfois, il suffit, entre guillemets, de se poser les bonnes questions aussi. Et puis, du temps que tu passes avec les acteurs de l'écosystème et à ChangeNow. Merci pour ça. Et puis, bonne continuation, merci à toi, Claire. Merci à vous toutes et vous tous. Merci. C'est le moment où je m'en vais. Hein. C'est ça. Et nous arrivons à notre dernière partie de séquence où on va pouvoir continuer, accompagné de nos 3 nouveaux panélistes, à explorer les solutions et les opportunités de différents points de vue, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient du côté des recruteurs, des entreprises. Et pour ça, j'ai la chance de pouvoir inviter mon nouveau panel. Alors, première personne que j'aperçois, Valérie Martin, chef de service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Bienvenue. Bonjour.
J'invite aussi Alizé Lezacmer, cofondatrice et Head of Development à Make Sense. Merci beaucoup. Et Alain Roumillac, président de Manpower Group en Europe du Sud. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Pour cette dernière partie de séquence, encore une fois, on va continuer. L'objectif, c'est de vous remplir le sac à dos d'outils, de solutions, de points de vue, de vision sur ce qui se passe et comment ça peut vous concerner. Et Valérie, j'aimerais qu'on commence avec toi. Tu travailles sur la partie mobilisation citoyenne, médias à l'ADEME. Tu travailles à l'ADEME depuis 31 ans. Tu vois l'écosystème se fédérer, évoluer, grandir, les thématiques du travail et du sens au travail grandir. Est-ce que tu pourrais introduire, en nous partageant ton observation sur ce qui se passe en ce moment, les études que vous faites, peut-être, les chiffres qui constituent l'écosystème? Bonjour à toutes et tous. Puisque tu as dit que ça faisait 31 ans que je travaille à l'ADEME, ça veut dire qu'il y a 31 ans, autant vous dire que quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire un DEA, un M2 pour la traduction, un DEA d'économie de l'environnement, ils m'ont regardé, m'ont dit « Un quoi ?» Ben, il y avait une option qui permettait de faire économie, banque et finance. Tu y vas pas? Ben non, j'y vais pas. Et ça, c'était en 1991, c'était il y a longtemps. Et quand je suis rentrée à l'ADEME 1 an et demi après, c'est vrai qu'on on commençait à parler métiers verts, mais c'était des métiers qui étaient liés à l'assainissement, aux déchets exclusivement, quasiment. Et puis ensuite, il y a eu 2007, il y a eu tout ce travail autour du Grenelle de l'environnement. Ça, c'est pour l'archéologie, mais je pense que l'archéologie, c'est intéressant. Et où il y a eu une ouverture progressivement vers d'autres types de métiers, d'autres types d'attentes qui se sont fait jour. Et puis, il y a eu le Covid. Et avec le Covid, il y a une attente, il y a quelque chose qui a fait qu'on a réfléchi à la place de son job dans sa vie et à cette fameuse quête de sens. Et je vous ai apporté les résultats, alors pardon Alizé, d'une étude qui a été menée en 2021-2022 par Audencia et Jobs That Make Sense, qui disait que le sens au travail est une préoccupation pour 92% des répondants, avec 50% qui se posaient des questions et 42% qui avaient commencé à effectuer une transition. Je trouve que c'est intéressant. On voit bien qu'il y a un mouvement global. Et derrière, la première volonté, c'était l'envie de s'insérer dans un travail qui parlait de transition écologique, sans nécessairement bien définir ce que ça voulait dire. Et puis, il y avait aussi 42% des répondants qui disaient « Je voudrais appartenir à une organisation à impact positif sur la société ou sur la planète. » Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y avait enfin une petite partie qui disait « Mais au fait, au sein même de mon organisation, est-ce que je ne peux pas moi-même bouger ?» Et c'est quand même ce qu'on constate. Parce qu'au fur et à mesure donc, de ma carrière, j'ai rencontré énormément de jeunes étudiants, mais aussi de personnes qui voulaient changer de job. Et ne se posait pas la question à l'époque de savoir comment ça s'appelait, bifurqué, pas bifurqué, etc. C'est j'ai envie de donner un autre sens à ma carrière. Et c'était absolument passionnant parce que, alors qu'au départ, c'était des gens qui arrivaient, vous n'en aviez pas beaucoup, vous pouviez les recevoir. Au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde qui sont venus nous poser des questions. Et le mouvement n'a fait que croître. Donc ça, je pense que c'est un premier point très intéressant. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que sous la pression, on en a parlé tout à l'heure, pour un réveil écologique, notamment, qui a posé aussi les bases d'une réflexion plus structurante pour inciter les jeunes diplômés à s'engager justement dans la recherche de leur métier, à prendre en compte ces critères environnementaux. Il y a des choses qui ont été encore poussées. Et puis nous, on a fait aussi une étude qui s'appelle Ecotaf. Alors Ecotaf, elle a été menée par Gaëtan Brice-Pierre. On est partenaire. Il y a aussi le C3D, EPE, A4MT et l'ORS. Et je trouve que là, on a quelque chose d'extrêmement fort.
C'est-à-dire qu'à travers ce travail d'analyse sociologique, on a pu regarder comment les salariés eux-mêmes pouvaient être des moteurs dans l'entreprise pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et on a vu émerger notamment des formes de pour-pouvoir. Ils s'appellent comme ça, pas des contre-pouvoirs, mais des pour-pouvoirs de salariés. Et je vous invite à regarder en particulier ce que font par exemple le collectif qui s'appelle les collectifs et qui sont devenus des véritables pour-pouvoirs au sein de l'entreprise qui vont aller faire bouger. D'abord parce qu'eux-mêmes en avaient envie, mais qui par tous les efforts vont être soutenus par les responsables RSE, voire par leur manager, mais on sent bien qu'il y a des difficultés, et puis ensuite le Graal par le top management. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que justement, au fur et à mesure, on a d'autres types d'acteurs qui vont rentrer dans le circuit et qui vont faire que, eh bien oui, on peut changer de job en restant dans son organisation et simplement en redonnant du sens aux choses. Okay. Je voulais vous donner un dernier chiffre et promis, je donnerai un seul chiffre. Donc voilà, c'est que ce chiffre-là, c'est le fait que selon nos travaux prospectifs, en gros, alors qu'aujourd'hui, on a à peu près, ce sont des chiffres de 2019, mais à peu près 4 millions d'actifs qui travaillent dans les métiers verts et verdissants. Selon nos travaux prospectifs, on pourrait avoir un solde positif d'emplois verts ou verdissants de plus 1 million à l'horizon 2050, plus 500 000 d'ici 2030. C'est un chiffre intéressant et je pense qu'on va débattre dessus sur justement cette question du solde positif. Merci beaucoup Valérie Martin pour cette séquence introductive qui nous permet de cadrer d'où on parle. Alain, j'aimerais me tourner vers vous et vous demander de votre œil à la rencontre entre les candidats, les entreprises de votre écosystème, les recruteurs, en tant que président chez Manpower Group Europe du Sud. Comment est-ce que vous observez ce qui vient d'être introduit par Valérie Martin et à quoi ça ressemble très concrètement ? Alors d'abord, bonsoir. Et donc, premièrement, quand on fait un certain nombre d'études auprès de nos entreprises clientes partout dans le monde, on a 90% des entreprises qui nous disent qu'elles recherchent des profils qui vont les aider à mettre en place leur stratégie ESG. Donc ça veut dire que ce mouvement est déjà en place. Et il y en a 2/3 d'entre elles qui nous disent qu'elles ont des difficultés à trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc, moi, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est finalement comment est-ce qu'on fait en sorte de bâtir les compétences dont les entreprises ont besoin, et en particulier, quel que soit le niveau dans l'entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la difficulté est plus de trouver des opérateurs, on va dire des cols bleus, ce qu'on pourrait presque appeler des cols verts, pour réaliser un certain nombre de tâches. Typiquement, la rénovation énergétique, vous ne serez pas capable de faire la rénovation énergétique si vous n'avez pas des gens qui sont capables justement de venir pour rénover les bâtiments. On évoquait tout à l'heure, c'est clair que par exemple, on accompagne sur l'Europe entière Vestas. C'est clair que pour installer des éoliennes partout en Europe, vous avez besoin de métiers qui sont des métiers manuels, des métiers très techniques pour installer et ensuite pour maintenir. Donc, un de nos grands enjeux, nous, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle notre Green Strategy, c'est d'être capable de former des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour être capable de bâtir les compétences dont on a besoin pour être capable d'assurer cette transition écologique. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on voit bien que dans beaucoup d'entreprises qui sont parties dans des grands programmes de transformation, et en particulier au niveau de l'industrie, des programmes de décarbonation, ça va avoir un impact extrêmement important sur les compétences. Donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, d'abord de s'assurer qu'il y a une acculturation dans l'entreprise sur tous ces sujets-là, et vous évoquiez tout à l'heure comment est-ce que les personnes à l'intérieur accompagnent cette transition. Et donc nous, ce qu'on a développé, par exemple, nos équipes conseils ont développé un outil qui s'appelle Green Booster, qui permet déjà de regarder au niveau de l'ensemble de la population d'entreprise quel est son niveau d'acculturation par rapport aux enjeux écologiques. Et ensuite de pouvoir travailler à partir de ce qui est la base, de comment est-ce qu'on est capable d'aider l'ensemble des salariés de l'entreprise, de comprendre ce que sont les enjeux
écologique, ce que sont les enjeux climatiques, de façon à ce que déjà, on commence à pouvoir ensuite travailler sur la façon dont ils vont pouvoir se positionner. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a un enjeu, je pense, qui est un enjeu extrêmement important, dont à mon sens, on ne tient pas suffisamment compte, c'est de l'angoisse que ces transformations génèrent pour une partie de notre population. Ce que je dis souvent sous forme de boutade, alors franchement, c'est un message quand même assez compliqué à passer à quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une fonderie, qui travaille pour l'industrie automobile. C'est, alors tu sais quoi, on va passer à l'électrique, c'est bon pour la planète, tu vas perdre ton job. Bon. Et ce qui sera la conséquence de ce qu'on va faire. Donc c'est comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que l'ensemble de ces populations, on soit capable de travailler suffisamment en amont, qu'on soit capable d'anticiper pour faire en sorte que ces gens-là ne viennent pas en blocage de l'ensemble de la transition que l'on veut faire, mais qu'on soit capable de les accompagner. On a évoqué, il y a plein d'opportunités sur des métiers verts, sur des métiers verdissants. C'est comment est-ce qu'on est capable de travailler sur ces sujets-là? Comment est-ce qu'on est capable de travailler sur les territoires? Puisque souvent, il y a des territoires qui peuvent être très impactés par justement cette transformation et le fait qu'il y a des industries qui vont disparaître quand il y en a d'autres qui vont se créer. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces territoires ne se retrouvent pas dans la situation qu'on a vécue au cours des 30 dernières années où on a désertifié un certain nombre de territoires? C'est comment est-ce qu'on est capable de faire l'ensemble de ces sujets. Donc voilà, c'est ça tous les enjeux. Aujourd'hui, le monde est en mouvement. Si je prends simplement la France, on forme tous les ans entre 40 et 50 000 personnes pour être capable de les mettre à l'emploi. Voilà. Et on voit bien qu'on a une proportion de plus en plus importante des formations que l'on dispense vis-à-vis, en particulier de demandeurs d'emploi, pour les insérer sur le marché du travail, puisque nous, une de nos missions, c'est plus la partie S de l'ESG, c'est la partie sociale et toute la partie insertion. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de formations qui sont sur ces métiers verts ou verdissants qui aident au sujet de la transition écologique. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui va s'accélérer, en tout cas dans la décennie qui vient. Merci beaucoup Alain pour cet deuxième éclairage et qui me permet de me tourner vers notre troisième panéliste. Alizé, ça fait nécessairement écho, je pense, en toi, à la fois avec ton parcours personnel. Je crois que tu as choisi toi aussi de mettre de l'impact dans ta carrière au sein de Make Sense, une organisation qui, elle aussi, permet à d'autres de mettre de l'impact dans sa carrière, avec peut-être un focus particulier autour de cette table ronde sur votre plateforme de recrutement qui aujourd'hui fait référence Jobs That Make Sense et qui permet à ces étudiants, jeunes actifs, mais pas que, toutes les personnes qui cherchent à se reconvertir, de trouver un job à impact. On a un sujet qui vient d'être évoqué, c'est qui peut avoir accès à ces métiers verts et verdissants et comment est-ce qu'on s'assure que votre stratégie chez Make Sense et chez Jobs That Make Sense, elles permettent à tout le monde, sur tous les territoires, quel que soit le niveau de qualification, de pouvoir s'insérer professionnellement dans ces sujets-là. Merci, merci pour cette question. Donc, en effet, bon, je pense que nous, on partage et on le voit avec les chiffres qu'il y a une quête de sens grandissante chez une partie de la population pour aller vers des métiers qui font du sens. Et donc, nous, on voit aujourd'hui, il y a 15 000 recruteurs en 2023 pour 2 millions de visiteurs uniques. Donc, clairement, le ratio n'y est pas. Et donc, on voit que c'est vraiment une demande à la fois des étudiants, mais aussi des recherches de reconversion. Et donc, contrairement à d'autres plateformes d'emploi, nous, on a un volet emploi et on a un volet formation. Parce que comme on est sur des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent en reconversion et souvent au début de leur reconversion. Et donc, on peut aussi orienter vers la formation. Mais aujourd'hui, c'est certain, je pense qu'il faut être clair là-dessus, c'est que c'est essentiellement des diplômés, des personnes qui sont plutôt aisées ou en tout cas qui ont le loisir de se poser la question où est-ce que je veux aller travailler. Mais c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça permet de tirer les entreprises aussi à se transformer. Et moi, je me rappelle, je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans où j'ai commencé vraiment à entendre coup sur coup plusieurs entreprises me parler de cette pression qu'ils ressentaient. Ah bah les jeunes, si on fait rien, ils menacent de quitter. Et c'était il y a 5-6 ans. Avant, j'avais pas trop entendu ça. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, il faut se dire que si on veut une transition écologique et sociale qui soit juste, il va falloir la faire avec tout le monde. Et donc, il va falloir aussi que cette transition, elle soit opérée par toutes les tranches et toutes les catégories sociales de la population.
Et en même temps, on dit qu'il y a 1 million en 2050 d'emplois nets qui vont être créés. Comment on les rend accessibles à tous? Je pense qu'il y a un premier sujet qui est de faire prendre conscience que l'écologie n'est pas qu'une contrainte, mais aussi une opportunité, notamment à des classes populaires qui ne la voient que comme une contrainte parce qu'on leur donne des injonctions de consommation, parce qu'on leur fait peur, et puis parce qu'on leur dit peut-être que votre métier il va disparaître demain. Et donc nous, on a développé aujourd'hui des outils pour aller sensibiliser les jeunes des quartiers populaires sur l'écologie. Et on leur dit surtout pas arrêtez de consommer, on leur dit l'écologie c'est des métiers d'avenir, c'est des filières d'avenir qui sont non délocalisables et progressivement on leur fait découvrir des métiers ou des filières. Donc ça je pense que c'est un premier levier en fait, c'est de rendre plus attractives ces filières, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique, l'agriculture pour n'en citer que quelques-unes. Et de l'autre côté, il va falloir vraiment qu'on se bouge sur les filières de formation. Et aujourd'hui, les acteurs publics notamment sont assez en retard sur la création de ces filières-là. Et on entend des entreprises qui doivent elles-mêmes créer les contenus et elles-mêmes aller voir les écoles pour intégrer des formations à des métiers verts ou verdissants dans les cursus. Donc je crois qu'il y a aussi un vrai réveil public, et donc on essaye nous de travailler là-dessus avec France Travail, de se dire c'est le moment d'investir pas que dans les formations tech et d'IA, mais aussi dans les formations des métiers non délocalisables de la transition écologique, pour qu'en fait on puisse apporter à ces personnes aussi opportunités de formation et emploi. Et il y a 1000 choses à imaginer sur des alternances, sur de la formation continue, etc., sur de la reconversion, pour qu'on ait vraiment des solutions concrètes à apporter et aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi. Merci Alizée pour ces informations-là et cet appel à l'action. Je suis navrée, c'est passionnant et on arrive déjà à la dernière minute chacun. C'est le défi de cette session. Si vous aviez une minute chacun pour parler au public et donner un conseil, une recommandation, un appel à l'action, qu'est-ce que ce serait? Je commence avec toi, Valérie. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Ne pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment savoir pourquoi on a envie de bouger, quelles sont nos valeurs. Ensuite, il faut se former, et pour ça, il y a 2 endroits. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, au collège, au lycée, ou qui est allé sortir d'études, un site, mtater.fr, qui est le site de l'ADEME de référence et qui peut aider, parce que ces questions-là, il faut les traiter le plus tôt possible. Et puis de regarder aussi ce qui se fait en matière de formation à l'ADEME, qui vont aussi bien sur des formations techniques, sur des formations à l'accompagnement, au changement de comportement. Ces dimensions sociétales sont tout aussi importantes et ouvrent des perspectives de carrière qui sont extrêmement intéressantes et peut-être encore trop peu connues, et dont à la fois, on a parlé beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais dont les territoires ont aussi terriblement besoin pour accompagner la transition écologique et sociale du territoire où elles sont. Je pense que c'est très important de ne pas se fermer à des opportunités. On pense parfois, peut-être trop rapidement, à associations, acteurs de l'ESS. Je pense que chez Manpower ou sur ce que nous disait Alizée sur Jobs That Make Sense, on voit qu'il y a ces métiers qui sont absolument partout. Et si on a envie de se tester, qu'on a entre 16 et 25 ans, le service civique, c'est aussi une bonne façon de pouvoir aller s'engager, parce que je pense que quand on veut travailler dans les métiers verts et verdissants, on a envie de s'engager. Merci beaucoup. La petite minute d'Alizée, qu'est-ce que ce serait le conseil? J'en ai 3 que je vais faire tenir en 1 minute. La première, c'est ne perdez pas patience. Je pense que c'est bien qu'il y ait des bifurqueurs qui partent vers des métiers verts dès le départ, mais je pense que c'est aussi important qu'on ne déserte pas les entreprises et les institutions pour les faire bouger de l'intérieur. Et je sais, pour côtoyer pas mal de gens qui le font, que c'est pas simple, mais ne perdons pas patience et soyons un peu partout. La seconde, qui est, si vous le pouvez, si vous avez cette chance et ce loisir, je trouve intéressant de considérer un emploi avec ce qui permet de valoriser à la fois en termes de salaire, mais de plein d'autres choses, de qualité de vie, de temps de travail, etc. Et c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont moins payés, mais qu'est-ce qu'on peut trouver à côté de ça?
Et le troisième, c'est ne pas s'auto-flageller. Rien n'est parfait, qu'on travaille dans une boîte à impact, un métier vert ou quoi, jamais rien n'est parfait, mais si déjà on est du bon côté de l'histoire, c'est chouette. Et donc, voilà, parce qu'en fait, plus on travaille dans des métiers à impact, plus en fait on prend une charge mentale et émotionnelle parfois forte, mais c'est OK. Merci beaucoup, Alizée. Alain, le mot de la fin. Alors, donc, premier sujet, il faut penser à tout le monde. Ouais. Et en particulier dans ce genre d'aéropage plutôt très diplômé parisien, il faut penser aussi à ceux qui ont le sentiment de subir. Deuxième sujet, c'est il faut leur faire passer ce message et passer le message à tout le monde qu'il y a plein d'opportunités et qu'il ne faut pas regarder la partie menace, mais il faut regarder la partie opportunité. Il y a plein d'opportunités. Finalement, c'est compliqué. Les gens ne sont pas complètement formés, mais il y a beaucoup d'argent. C'est très compliqué à avoir sur le sujet de la formation. On réussit à former les gens dans leur territoire, sur les métiers. Aujourd'hui, il y a plein franchement d'opportunités sur ce sujet-là. Et le troisième sujet, c'est l'engagement des entreprises. Vous l'avez évoqué. D'ailleurs, en partant, dans un premier temps, des gens et des jeunes très éduqués, ça percole dans l'ensemble de la société. Le sens, c'est leur contribution à un monde qui est, je dirais, meilleur. C'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens. Et c'est la responsabilité des entreprises et des recruteurs de donner envie à des gens de bouger, de changer de métier, de plus contribuer. Voilà, donc je pense qu'on fait tout ça. Moi, je reste résolument optimiste pour qu'on soit capable d'accompagner vers un monde meilleur. Merci à tous les trois. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à sortir de cette séquence en vous demandant qu'est-ce que vous ajoutez dans votre sacoche, dans votre sac à dos pour continuer sur votre chemin de l'impact. Et puis, vous abonner aux Pépites Vertes aussi, hein, n'hésitez pas sur Instagram. Voilà. Merci Change Now et merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.